Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission de Voix de fait spéciale élection où j'ai le plaisir de recevoir un nouveau parti, Dire Animal, avec Sophie Matane qui est 3e à la région, Catherine de Villiers qui est 1re à la Chambre et Rainer Barzinski qui est 1er à l'Europe. Oui, bonjour. 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 Alors, je vais commencer par vous poser une question individuelle en demandant vos engagements et un peu l'historique de ce nouveau parti. Je vais commencer par Catherine de Villers. Oui, donc moi je suis engagée dans des associations de militantisme en faveur des animaux depuis 3 ans environ. Et donc en fait le parti s'est un peu fondé par des militants, donc des gens déjà qui faisaient du militantisme de terrain, et puis qui à un moment se sont dit mais il faut passer la vitesse supérieure, c'est bien de représenter les animaux dans des associations, mais il faut aussi porter la voix des animaux au niveau politique. Et donc le parti s'est fondé un petit peu comme ça, et donc principalement des gens qui se connaissaient, qui militaient ensemble, et qui ont décidé de s'engager en politique. Rainer Barzinski, à vous, donc vos engagements, vous êtes quand même 1er à la Chambre, donc vous tirez la liste. À l'Europe. Oui. Pardon, excusez-moi. À l'Europe, on a 2 premiers, c'est très bien aujourd'hui. Donc 1er à l'Europe, donc vos engagements aussi au niveau européen. Pourquoi avoir choisi l'Europe pour porter la cause animale? Oui, j'ai voté depuis 18 ans, mais je ne trouvais jamais un parti qui matche mon intérêt. Votre intérêt politique. Oui. L'offre politique actuelle n'était pas... pas... OK, mais ce n'est pas le premier choix. Et lorsque j'habiterai en Irlandais, où j'ai un parti animaliste, le premier parti animaliste européen, je irai membre là. Et si j'habiterai en Bruxelles depuis 2070, j'ai décidé que nous avons le temps pour aller actif dans la politique. Et donc vous avez créé un parti en fait similaire que celui qui était en Hollande, oui. Qui existe et parce que je suis germanophone, la seule possibilité pour moi habiter en Belgique est ou le niveau communal ou le niveau européen. Ok. Je vais me tourner vers Sophie Matane, qui est 3e à la région, ici à Bruxelles-Capitale. Donc, votre histoire qui est assez particulière, vous avez commencé avec défendre des arbres dans un parc. Si vous pouvez nous en dire un peu plus. Alors, tout d'abord, Daniel, je voudrais te remercier de nous avoir invités et de nous donner la parole. Voilà, ça prouve une fois de plus que cette télévision est vraiment axée sur le pluralisme et sur la citoyenneté et le vivre ensemble. Et je voulais vraiment te remercier par rapport à ça. Merci à vous aussi d'être là. Alors oui, en effet, tu as raison. Moi, j'ai commencé la lutte parce que j'ai vu ça fait des années, à détruire ma ville, à couper les arbres. J'ai vu que les oiseaux étaient en voie de disparition, que l'air qu'on respirait manquait d'oxygène et était pollué. J'ai vu des politiques de l'aménagement qui ne prenaient pas en considération la santé de nos enfants, ni d'ailleurs leurs loisirs, parce que des enfants ont besoin aussi d'autre chose que des places bétonisées. Les enfants ont besoin d'un rapport à la nature qu'on est en train de perdre et qu'on est en train de massacrer. Et voyant ça, en tant que maman, je me suis engagée dans la lutte, pour défendre la nature à Bruxelles, parce que je pense que cette nature peut nous apporter justement un vivre ensemble, un bien-être tous ensemble. Alors évidemment, il y a le volet des animaux, parce que la nature, la biodiversité, c'est les animaux. Et voilà, je m'engage pour les animaux, pour la nature, mais aussi pour l'être humain, parce que je pense qu'il faut voir ça dans sa globalité et que nous ne pouvons plus diviser les choses. Très bien. Justement, l'environnement est un thème, en tout cas les changements climatiques. On voit nos jeunes qui manifestent
assez régulièrement chaque semaine, même au prix de rater l'école, enfin de brosser l'école. Quelle est, disons, votre différence sur le point donc, de ce changement climatique avec un parti comme Écolo ou Groen qui défend l'environnement Catherine Villers? Alors, la grosse différence par rapport à Écolo, c'est que Écolo oublie complètement la question de l'élevage dans ses programmes pour le climat. Donc on sait que l'élevage contribue pour une énorme partie dans les changements climatiques qui sont en train d'arriver. C'est rappelé régulièrement par différentes ONG et c'est quelque chose qui est complètement passé sous silence par Écolo. Donc il faut vraiment se rendre compte que l'élevage, la consommation de viande et de produits d'origine animale a un impact très négatif au niveau climat. Ça mobilise de 70 à 80% des surfaces agricoles du monde. Et c'est un énorme gaspillage de ressources puisque on considère qu'il faut environ, suivant les espèces qu'on mange, il faut environ 10 kg de viande pour produire, 10 kg de céréales pardon, pour produire 1 kg de viande. Et donc on peut imaginer qu'on va nourrir beaucoup plus de personnes en consommant directement des céréales ou des végétaux qu'en faisant transiter ces végétaux par les animaux pour ne produire qu'un tout petit peu de viande. Donc c'est un rendement très mauvais en fait, l'élevage. Et donc évidemment, nous qui défendons les animaux, si on pouvait arrêter l'élevage du jour au lendemain, on le ferait, mais voilà, on est réaliste aussi. On sait qu'il faut mettre en place des étapes, mais il faut que le but, il ne faut jamais le perdre de vue. Et donc, ce qu'on voudrait, c'est rapidement qu'on mette en place une transition faire une alimentation végétale qui peut se faire de différentes façons. Il faut d'abord correctement informer la population qui méconnaît encore ce type d'alimentation qui est régulièrement moqué dans les médias, etc. Alors qu'au niveau médical, ça tient tout à fait la route. Donc moi, je suis médecin et nutritionniste, donc c'est un sujet que je connais bien. Il faut aussi, dès maintenant, il ne s'agit pas de mettre les éleveurs au chômage, il s'agit de travailler avec eux pour faire une transition, c'est-à-dire qu'il faut encourager la reconversion vers l'agriculture, vers la production de céréales, légumes, etc., légumineuses, et diminuer progressivement les subventions pour l'élevage. Donc ça doit se faire. Enfin, il ne faut pas juste... c'est pas le bâton qu'il faut agiter, il faut aussi agiter la carotte et il faut effectivement travailler en concertation avec ces secteurs-là pour que la transition se passe au mieux pour eux aussi et ce sera bénéfique pour tout le monde. Alors, diminution des subventions, moi, je vais me tourner quand même vers l'Europe parce que, avec Reinhard Barzinski, 60% du budget européen est quand même dédié à la politique agricole commune, qui est un des piliers de la construction européenne, défendu principalement par des grands pays comme la France, bien que la plus grande récipiente d'aide de la politique agricole commune est la reine d'Angleterre, avec toutes ses propriétés agricoles. Les Anglais qui sont sur le départ et en même temps pas sur le départ, ils Brexit, comme on dit, ont toujours été favorables à une diminution forte de la politique agricole commune, mais ça s'est toujours soldé par de fortes négociations aux différents conseils de l'Europe et une opposition de pays comme la France. Alors, demain, vous êtes élu au Parlement européen. Comment allez-vous changer la donne? On a eu quand même une législation assez marquée par beaucoup d'enjeux agroalimentaires. Si on rappelle la fameuse lasagne de cheval mort de Findus, qui a elle aussi transité. Donc il y a aussi toute une question économique derrière avec les intermédiaires. Donc si vous pouvez un peu donner vos axes principaux si demain vous êtes élu à l'Europe, comment changer ces pourcentages et où peut-être affecter mieux l'argent. Ok. Les subsidies n'est pas un problème comme ça, mais le focus de la subsidie, c'est le problème. Toutes les subsidies, c'est
directement dans le secteur viande et le secteur élevage d'animaux, et pour changer l'alimentation par une alimentation végétale, c'est important pour changer les subsides et directement là pour l'alimentation végétale, comme faire avec l'industrie, l'électricité pour changer de secteur charbon à la secteur énergie renouvelable. C'est comme ça pour l'alimentation aussi. Hein, tout à fait. On est aussi passé d'une TVA à 6% à 21% dans le secteur de l'électricité. Donc vous voyez aussi une augmentation des prix. Comment pouvons-nous, parce que bon, il y a quand même les enjeux de pouvoir d'achat qui sont très importants. On le voit avec les gilets jaunes en France, par exemple. Il y a une forte opposition de la population, principalement les classes moyennes et puis les classes moyennes inférieures qui ont du mal. On parle de fin du monde, mais bon, eux regardent aussi à la fin de mois. Donc comment réconcilier un peu tout ça Bon, on fait expliquer à la gens travailler à la ferme, c'est impossible pour aller encore comme ça. Et est-ce que c'est important pour changer leur approche, pour faire dans le même ferme, mais juste produisent différents aliments. Oui. Et pas encore produisent l'alimentation pour les animaux, directement pour les gens, hein, pour l'humanité. Tout à fait. À Bruxelles, on a, lors du budget participatif de l'année passée, le premier projet qui a gagné, c'était Boxtal Comestible, où justement c'était un projet d'agriculture urbaine, de circuit court, comme on dit, et qui est aussi un problème qui joue sur les prix et la qualité de la nourriture. Comment allez-vous à Bruxelles encourager cela? On voit dans des villes comme Paris, il y a par exemple les pariculteurs, plus de 100 hectares dédiés à la végétalisation urbaine et aussi à l'agriculture urbaine. Allez-vous vous engager dans des projets? Parce que je vois dans votre programme que vous avez pour l'humain des projets pilotes, là mais aussi alimentation végétale. Tout ça, donc quel est un peu votre programme là-dessus? Alors, moi je voudrais dire qu'il y a beaucoup d'intelligence dans notre population, d'abord, dans les comités de quartier, qu'on doit vraiment aider. Aujourd'hui, les contrats de quartier, pour prendre un exemple, à Saint-Gilles, ils avaient reçu plus ou moins 4 millions. L'aide aux contrats de quartier pour les citoyens était de 20 000 euros. Donc, je pense qu'en effet, il y a de l'intelligence collective. Les gens sont en demande de pouvoir travailler au commun. Et donc, en effet, des potagers, mais aussi des toitures végétalisées. Il y a des projets aussi de potagers sur les toits qui sont gérés par des entreprises aussi, parce que les gens n'ont pas toujours le temps. Quand il s'agit de vraiment nourrir une population, on dépasse l'idée du potager. Donc évidemment, à Bruxelles, il faut pas rêver. On ne va pas réussir à nourrir toute la population de Bruxelles avec les terres qui nous restent, parce qu'il n'en reste presque plus. Donc évidemment, on a les toits, on a les façades aussi. Et ce qu'il faudrait déjà arrêter de faire, c'est de donner des permis de construire à des promoteurs immobiliers qui privatisent des terrains publics qui pourraient être utilisés tout à fait différemment et qui pourraient être utilisés pour du logement social, du logement en commun, avec un potager, avec une nouvelle manière de vivre ensemble et de vivre ces communs. Maintenant, je pense en effet que les circuits courts sont très importants, mais prenons par exemple l'exemple de la construction de la prison de Aachen. Voilà encore un bel exemple où on avait des terres magnifiques pour planter, avec des habitants qui se battent depuis des années pour qu'il n'y ait pas cette maxi-prison et où la plupart des avocats et du monde de la justice n'étaient absolument pas pour cette construction à Aachen. Les habitants voulaient une école et de l'agriculture. Eh bien, ça a été complètement
bafouée, hein, on peut le dire, par nos politiques, au point qu'il y a aujourd'hui une demande d'arrêt de cette destruction de la nature au niveau du Conseil d'État. Il faut voir aussi qu'aujourd'hui, les lois ne sont plus respectées. Aujourd'hui, quand un terrain doit être protégé, où on doit attendre une réponse qui autoriserait la destruction de la nature, eh bien, les entreprises détruisent cette nature et puis se disent de toute façon, après, ça sera fait et ça sera trop tard. Et donc là, ça pose aussi la question de la loi et de la relation des politiques et de nos représentants à la volonté du citoyen et à la biodiversité. Donc en effet, nourrir les personnes avec du local, avec du bio, on peut en tout cas améliorer et agrandir les parcelles par les toitures, les façades et puis la protection des terrains qui restent. Mais pour ça, il faut une volonté politique. Et là, on ne l'a pas. Vous avez évoqué la prison de Haren. Nous avons un besoin pour le moment. La Belgique même exporte ses prisonniers en Hollande. On a un problème de surpopulation carcérale. Maintenant, personne ne veut n'aime avoir une prison à côté de chez soi. C'est aussi à ce moment-là quelque chose où le fédéral peut-être Catherine de Villers peut peut-être intervenir, parce qu'on se retrouve de nouveau, un peu comme avec l'aéroport et le survol des avions, on se retrouve de nouveau dans une problématique où chaque région se renvoie les mauvaises choses à l'autre, et le fédéral est quand même là aussi parfois pour trancher. Quelle est votre solution devons-nous par rapport à ces enjeux? D'une façon générale, c'est sûr que quand on voit l'état de la justice chez nous, quand même, c'est un peu pitoyable, quoi. Enfin, je dis, un bête exemple, il suffit de voir les bâtiments, enfin bon, le palais de justice à Namur qui tombe en ruine, enfin, voilà. Alors, voilà, ça c'est la façade, mais quelque part, ça veut dire que derrière, il n'y a pas de moyens non plus, et les magistrats s'en plaignent. Dans ma région, effectivement, je sais que voilà, régulièrement des affaires sont reportées ou classées sans suite, simplement parce que les magistrats sont malades, sont en burn-out. Et donc, voilà, au niveau de la justice, c'est vraiment c'est la débrouille, on fait ce qu'on peut, quoi. Et donc, c'est quand même... quel signal on envoie aussi aux citoyens quand on ne finance pas correctement le système judiciaire. Alors, par rapport aux prisons... on peut avoir aussi une réflexion un peu plus large par rapport aux prisons, par rapport à est-ce qu'il faut toujours enfermer les gens? Est-ce que pour toutes les peines, il faut enfermer? Donc on fait la prison... On reproche beaucoup ces derniers temps justement d'être trop ouvert. On l'a vu avec le dernier fait divers. Oui, ce qui ne veut pas dire qu'il faut laisser les gens dans la nature, il ne faut pas protéger la population, donc c'est là que je voulais en venir. On envisage la prison comme deux choses, c'est-à-dire comme d'une part une punition, on sanctionne, on enferme, on prive de liberté, et d'autre part on l'envisage comme quand les gens sont enfermés en prison, au moins ça protège la population des récidivistes, etc. Or, il nous semble quand même que la prison, la justice devrait avoir plutôt une fonction de réparation, c'est-à-dire, bien sûr, il faut acter un moment que ce que la personne a fait est mal, et donc c'est une façon de reconnaître aussi à la victime qu'elle est une victime. Il y a ce versant-là, évidemment, qui est extrêmement important, mais d'un autre côté, la personne qui est condamnée, je veux dire, il ne suffit pas de lui coller l'étiquette condamnée, de l'enfermer, et puis voilà. Il faut aussi envisager pour ces gens-là une réinsertion. Des études ont montré aussi que les peines de prison, si elles sont courtes, peuvent avoir un impact, donc peuvent effectivement permettre aux gens de réfléchir, de se dire bon là vraiment ce que j'ai fait c'est pas bien, voilà j'ai une sanction, voilà. Mais si la peine de prison se prolonge, en fait elle a l'effet tout à fait inverse, où les gens deviennent aigris, ont l'impression après eux-mêmes d'être victimes d'injustice. On sait aussi ce qui se passe dans les prisons, enfin on l'a vu par rapport à la radicalisation, etc. C'est aussi quelque part une école Enfin, je veux dire, on mène ensemble toute une série de gens qui peuvent se donner des trucs, oui, voilà, pour faire de mauvais coups. Donc, c'est pas du tout le but, en fait. Et puis, donc, ce sont des gens à qui on retire le sentiment d'utilité. Donc, il me semble qu'il faudrait quand même
revoir ça de fond en comble. Je ne dis pas qu'on va pouvoir ouvrir les prisons du jour au lendemain, mais il faut effectivement, en fonction du type de délit, avoir une réponse adaptée qui satisfasse les victimes. Mais je pense que, et on le voit bien aussi, je pense effectivement à la jeune anversoise qui est décédée la semaine passée. On voit les gens qui se déchaînent sur les réseaux sociaux, qui appellent au meurtre, à la torture, à tout ce qu'on veut, mais en général, on voit que les familles des victimes sont très dignes. Je pense que ce que ces gens-là veulent, c'est surtout effectivement que ce qui est arrivé à leur enfant ne se reproduise pas. Et comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ça ne se reproduise pas ? Peut-être qu'il y a différentes situations possibles, peut-être qu'il y a toute une série d'auteurs de ce type de faits qui sont accessibles à une remise en question et avec qui on peut vraiment travailler pour que ça n'arrive plus. Donc, j'ai vu aussi des chiffres suite à cette affaire-là qui disaient que 43% des délinquants sexuels récidivaient. Et alors effectivement, on le voit dans le sens, mais 43% c'est énorme. Mais ça veut dire aussi qu'il y a plus de la moitié qui ne récidivent pas. Et donc, il faut aussi pouvoir identifier les gens avec qui on peut vraiment fonctionner sur du long terme. Peut-être qu'il y a des gens... Donc plus de bracelets électroniques, par exemple mais plus de suivi, ça peut être même au niveau psychologique, etc. Voilà, il faut vraiment faire un travail avec ces personnes, peut-être du travail de longue haleine, mais c'est un travail à faire. Évidemment, il ne faut pas oublier les victimes à côté, qui doivent aussi être soutenues, parce qu'effectivement, il y a tout le système judiciaire, mais après, quelque part, ce sont des gens qui sont livrés à eux-mêmes et qui n'ont pas vraiment de réparation de l'État, quelque part. Oui, on a vu un peu le coup de gueule de Jean-Denis le jeune, de l'affaire Dutroux, qui se bat, il est aussi d'ailleurs rentré plusieurs fois en politique, et il se bat pour justement le droit aussi aux victimes. On se concentre fortement sur les criminels, mais pas assez sur les victimes. Donc pour vous, c'est vraiment de fond en comble un peu revoir tous ces processus pour quelque chose de peut-être plus simple, plus durable et meilleur pour notre société. Oui, c'est ça. Le but, c'est effectivement quelle est la meilleure punition, la meilleure chose qui puisse arriver à quelqu'un qui a commis un crime horrible, c'est qu'il se rend compte que ce qu'il a fait n'est pas bien et qu'il change. Bon, alors après, voilà, il y a effectivement des gens qui ne sont pas accessibles à ça. Psychiquement, ça va être très compliqué pour eux. Dans ce cas-là, peut-être que la société doit prendre d'autres mesures, effectivement, pour protéger la population. Mais l'enfermement tel qu'il est conçu maintenant n'est pas satisfaisant. Ça m'amène à une autre question. On a vu, moins en Belgique, mais on a vu en Europe beaucoup d'activistes véganes qui attaquaient les boucheries et faisaient des actions assez spectaculaires. Quel est pour vous votre point de vue ? Est-ce que l'action violente n'est pas un peu n'est pas un peu la mauvaise voie dans une démocratie, ou bien est-ce que le mur qui est devant vous nécessite ce genre d'action? Qu'est-ce que vous pensez, Reinhard Baginski? Je ne pense qu'il y a beaucoup d'attaques de vegans pour les boucheries. C'est un bon thème pour la presse, pour les médias, et c'est beaucoup attention pour ça, mais je ne écoute, il y a beaucoup des attaques. Mais normalement, dire animal est non violent. Vous ne cautionnez pas la violence? Non. C'est pas une bonne manière pour faire les gens écouter pour vous et pour faire un bon point pour le véganisme. Le véganisme, on a expliqué pourquoi c'est une bonne idée, pourquoi c'est le futur, une alimentation végétale, mais la violence n'est pas une solution. Donc plus axé sur l'éducation, qui a aussi beaucoup de problèmes. Sophie Maten, même en région bruxelloise, vous avez des enfants, donc on voit un peu l'état dans certaines écoles qui sont pourtant financées plus que parfois les écoles dans les quartiers plus favorisés. Et on voit cet état. Est-ce que l'animal, l'environnement, vos principes, ce changement de cette transformation ne pas s'accompagner peut-être au départ
d'une meilleure éducation de nos enfants? Oui, une meilleure éducation de nos enfants et aussi des femmes. Parce que qui éduque, on parle souvent de l'école, mais qui éduque les enfants en grande majorité? Là, je ne veux pas dire, vous, papa, que vous n'éduquez pas les enfants, c'est pas ça. Mais je vais parler quand même des femmes. Eh bien, ce sont les femmes. Donc, il faut se poser la question de l'accessibilité de l'information et d'une information juste, d'une information qui n'est pas biaisée par le business. Moi, je ne connais aucune maman qui a envie qu'on empoisonne ses enfants. Je ne connais aucune maman qui a envie que leur enfant respire un air de mauvaise qualité. Et je ne connais aucune maman qui a envie que son enfant doive prendre des transports en commun et se retrouver de l'autre côté de la vie parce qu'il n'y a pas de place dans les écoles. Alors, bien sûr, il y a eu ce décret inscription où... Donc voilà. Vous êtes contre ce décret d'inscription? Moi, je trouve que ça ne fonctionne pas du tout. Et je trouve qu'il y a un vrai souci aujourd'hui pour les mamans qui se retrouvent à ne plus pouvoir choisir leurs écoles pour leurs enfants. Et je pense que ça, c'est un souci. Il y a un stress, il y a des enfants qui n'ont pas d'école. Aujourd'hui, les enfants qui vont rentrer en première, secondaire, en septembre, il y en a beaucoup qui n'ont pas d'école, qui n'ont pas l'école de leur premier choix. Et parfois, c'est un non-sens total. Parce que, évidemment, au départ, ça part d'une bonne intention, de nouveau, sur le principe de la discrimination positive, mais finalement, tout le monde se trouve discriminé. Et certainement, les mamans qui sont peut-être dans une plus grande précarité, voilà, c'est pas évident pour elles non plus d'avoir accès à l'information, ces pondérations, savoir pourquoi mon enfant devrait aller dans cette école plutôt que dans cette autre école, ce n'est pas évident. Je pense qu'il y a un manque de démocratie derrière ce décret qui se cache bien derrière de belles valeurs. Et donc, par rapport... on devrait modifier, alors on a parlé du tronc commun, peut-être rajouter des cours, plus de conscience animalière ou de... conscience envers la nature, comment vous voyez ça? Mais en effet, je pense qu'aujourd'hui, la question des valeurs qu'on apprend à nos enfants à l'école est essentielle. Le rapport à la vie, à la nature, à la citoyenneté sont essentiels. Et aussi le rapport à la langue, à l'apprentissage de l'écriture et du calcul. Aujourd'hui, nos enfants, on a envie d'en faire des robots, il faut le dire. Ils doivent tout savoir faire très très vite, déjà en primaire, donc on rajoute des cours, et parfois très tôt. Et je pense que ce tronc commun, c'est un petit peu ça. Alors oui, on va leur faire un peu de menuiserie, mais finalement l'essentiel aujourd'hui, je pense que ce n'est pas tellement au départ de la vie de connaître, mais d'apprendre et d'être dans une relation avec l'apprentissage qui n'est pas basée sur l'erreur, sur l'échec, sur des compétences à atteindre. On voit bien par exemple l'exemple de la Finlande, qui ne se base pas du tout sur un modèle comme ça, et qui a un modèle d'ouverture à l'apprentissage individuel, mais aussi au concept de la nature, de la consommation des aliments. Je pense que c'est vraiment très important aujourd'hui qu'on revienne à une base qui nous permette en effet de vivre ensemble et de partager des valeurs de paix et de reconstruction ensemble. Et pas spécialement axé sur la probabilité d'avoir un job plus tard dans une concurrence qui est de toute façon biaisée et déloyale dès le départ. Alors justement, on parle du marché de l'emploi. On est quand même dans une région où il y a jusqu'à 15% de chômage, principalement des jeunes, dû à cette non-qualification. Maintenant, la Commission européenne a sorti
un rapport en disant, en disant que 68% des enfants qui naissent aujourd'hui vont faire un métier qui n'existe pas encore. Donc on se retrouve encore assis entre deux chaises, comme on dit en français. D'un côté, il y a évidemment les besoins d'emploi. Vous parlez aussi d'allocation, de projet pilote d'allocation universelle. Ce serait aussi intéressant de voir comment vous faites ça. Est-ce que vous faites ça et comment vous le financez aussi? Parce que bon, l'allocation universelle date déjà des années 70 avec la fameuse taxe Tobin sur les transactions financières. Maintenant, on a vu dernière élection présidentielle en France, Benoît Hamon qui... C'était un de ses projets phares, mais lui ne parlait pas du tout de taxer les transactions financières, mais de taxer encore la plus grande part de la population et aussi les milieux favorisés. Donc comment tout ça se met en marche? Vous qui êtes un peu des chefs d'orchestre, alors peut-être Catherine de Villers au niveau du fédéral, demain vous êtes aux commandes évidemment en coalition, on est en Belgique, donc il y a certaines choses que vous allez devoir insister pour avoir, et puis certaines choses que vous allez devoir renoncer. Donc comment vous allez articuler un peu cette nouvelle politique? Il y a différentes choses. Donc effectivement, il y a cette idée d'allocation universelle de base. On pourrait aussi se poser la question de la gratuité de certains services. Qui est quelque chose qui est mis en avant aussi et proposé comme solution par des économistes, qui peut être aussi une bonne solution. Donc, les deux sont possibles. Ensuite, comment financer? C'est toujours un peu la question. En politique, c'est un peu comme dans un ménage. Quelque part, il faut mettre des priorités et il faut aussi aller chercher l'argent là où il est et pas là où il n'est pas. Donc, effectivement, c'est quand même... Et bon, voilà, on voit bien le mouvement des gilets jaunes, etc., qui s'est un peu rebellé contre des taxations qui, tout compte fait, tombent toujours sur les gens qui ont le moins de revenus, alors qu'il y a des gens qui ont des très hauts revenus, qu'il y a des entreprises qui génèrent des profits énormes et qui ne payent quasi pas d'impôts. Donc, il y a quand même quelque chose là qui n'est pas logique. C'est du bon sens, quelque part. Mais comment maintenant aller récupérer à Panama nos finances, puisque... c'est de l'optimisation fiscale, même plus. Certains pays en Europe proposent une taxe sur les GAFA, donc pour rappel, les leaders de l'Internet, Google, Facebook, Amazon, etc. Comment on fait ça? Parce qu'on est 27 pays, 28, mais... bientôt 27, on a quand même certains paradis fiscaux, dont la Belgique d'ailleurs, qui est reprise comme paradis fiscal, ce qui fait quand même un peu sourire, je pense, nos téléspectateurs. Mais nous avons vu une forte migration française suite à ça, principalement à Bruxelles. Donc comment essayer de convaincre les autres pays de faire ça? Allons-nous faire comme la France, nous engager nous-mêmes à faire une taxe, à être les premiers de classe, comme on dit, ou les premiers de cordée, pour reprendre les expressions? Comment vous voyez ça, Catherine de Je Villers? pense qu'effectivement, si on attend que d'autres se décident pour nous-mêmes nous décider, c'est un petit peu une drôle de façon de réfléchir, quoi. Alors en réfléchissant comme ça, personne ne fait jamais rien parce qu'on attend que les autres fassent le premier pas et donnent l'exemple. On pourrait, nous, effectivement, tenter des mesures un peu plus audacieuses à ce niveau-là. Et effectivement, voilà, tenter le coup. Et il faut... Mais c'est sûr qu'on a envie, quelque part, d'une espèce d'économie, quelque chose de plus mondialisé, forcément. C'est sûr que s'il y a encore des endroits où les gens peuvent aller se réfugier en toute impunité, ça déforce un petit peu les politiques qu'on peut essayer de mettre en place chez nous. Mais pourquoi pas? Il faut le faire. C'est un peu trop facile de se mettre un peu à la botte des grosses entreprises, de dire non, on va pas taxer parce que sinon ils vont délocaliser, ils vont aller ailleurs, il y aura du chômage. C'est un petit peu un jeu de mafia, quoi, quelque part. Par exemple, en Estonie, j'ai appris récemment, par exemple, pour lutter contre le fameux Uber, mais tout en donnant le service, ce qui a été interdit, j'aimerais bien aussi de Sophie Maten, ce qui a été interdit
qui a été interdit en région bruxelloise. Donc, eux, automatiquement, ont inséré dans l'application de téléphone une taxe locale pour tous les gens qui utilisent Uber en Estonie. Ils payent directement une taxe via l'app. Ce genre de solution pourrait être envisagé. L'Estonie étant un tout petit pays en humain. Je pense aussi que pour être en cohérence avec les idées qu'on défend, on pourrait aussi partir sur quelque chose plus dans l'idée du pollueur-payeur, par exemple, qui serait quelque chose d'un peu plus logique. Et on parle aussi du coût vérité de ce qu'on achète. Donc, effectivement, il faut que le prix qu'on paye corresponde à ce que ça coûte vraiment. Alors, Reinhard Basinski, au niveau de l'Europe, comment vous comptez mettre ça en marche? Allez-vous être à l'image de M. Hollande le lendemain de son élection? Il va voir Mme Merkel et puis on s'aligne sur l'Allemagne. Qu'est-ce qu'on fait? Certains thèmes vous faire également sur tout le monde, tous les pays, mais quelques thèmes ne vont pas changer comme ça. Hein. C'est le salarié pour la Roumanie est différent pour le salarié du Royaume-Uni, par exemple. C'est toujours comme ça pour beaucoup de thèmes encore. Hein. Mais on peut faire les régulations européennes pour combien de choses qui est possible et pour le reste faire un bon exemple d'un grand pays comme France, comme Allemagne et peut-être les pays plus les autres pays, européens. Oui. Si demain vous êtes élu au Parlement européen, le Parlement européen étant composé de différents groupes, et suivant les derniers sondages et ces dernières années, c'est quand même le PPE qui rafle un peu toutes les mises et tous les postes, avec aussi un partage avec les socialistes. Où est-ce que vous allez vous aligner? Dans quel groupe? Ou alors allez-vous rester indépendant? Donc, dans tous les pays, les partis animalistes faire un succès et prendre un site dans le Parlement, on fait une fraction animaliste. Mais si ce n'est pas une possibilité, tous les partis animalistes dans tous les pays ont free choice pour avoir une fraction avec quelqu'un. Je pense que la fraction Nordic Green Left est le premier choix pour dire normal parce que c'est beaucoup de... Donc vous vous situez au niveau de la gauche verte, oui. Donc avec les partis écologie. Naturellement, comme ça. Naturellement. Le goal est pour faire une fraction avec tous les partis animalistes seulement. Une grande fraction. Et quel est le pays en Europe où pour le moment, vous avez parlé de la Hollande, où vous êtes inspiré de la Hollande, ou un parti, comme dire Animal, enfin vos partis sœurs, où est-ce qu'ils ont beaucoup de succès à présent? Vous vous inspirez de leur campagne? Néerlandais, naturellement, parce qu'il y a la mère de tous les partis animalistes en Europe, c'est Partij van de Dieren en Néerlande, en Pays-Bas. Et parce que l'allemand est très grand, il a beaucoup de citoyens, ils vont gagner 1 à 2 sites dans le Parlement aussi, le Tierschutzpartei là. Et peut-être en Espagne, peut-être en Italie, mais ce n'est pas clair. Ça dépend aussi, est-ce qu'elle a un threshold de 4%, 3% ou non, comme en allemand, il n'a pas, dans les élections nationales, il y a un threshold de 5% en Allemagne, mais pour les élections européennes, ce n'est pas là. C'est suffisant pour faire le 0,6% en Allemagne pour gagner un site dans le Parlement européen. Si c'est nécessaire. Maintenant, revenons un peu à Bruxelles.
la place de l'animal dans la ville. On a vu récemment l'émergence de différents parcs à chiens. Ou est-ce qu'on parle aussi de pocket park? Enfin, Bruxelles est quand même une ville assez verte, enfin, comme capitale au niveau européen. On a quand même de grands espaces verts. Allez-vous dédier plus de place à l'animal? Quels sont vos plans, vos projets pilotes, comme vous les appelez? Alors, Bruxelles, ville verte, oui, grâce à la forêt de Soignes et grâce aux jardins privés, donc aux îlots intérieurs. Hein. Il faut vraiment que de ce côté-là, ça soit clair. On a de moins en moins d'espaces verts à Bruxelles. Et donc, la place de l'animal, pour moi, je voudrais quand même parler de l'animal sauvage aussi, parce qu'il est bruxellois. C'est important qu'il soit protégé aussi. Les oiseaux, les écureuils, les renards, enfin voilà, tous les animaux qui vivent à Bruxelles ont droit aussi à vivre, mais aussi voilà, toutes les espèces qui sont en voie de disparition, telles que les grenouilles, certains petits crapauds, certains poissons. N'oublions pas notre Seine. La biodiversité. Allez, il faut appuyer une action forte pour par exemple, les abeilles qui sont... Les abeilles, voilà, je dirais, il faut avoir une attention à tout ça pour que la vie puisse continuer à Bruxelles. On n'est pas tout seul. Il n'y a pas juste l'être humain et donc il faut partager en effet les espaces verts et la nature avec les animaux, ça c'est certain. Alors les parcs à chiens, ont commencé à voir le jour parce que justement il n'y a plus de verdure. Donc avant on avait encore des grandes allées. Et puis on ne peut pas lâcher son chien aussi. On ne peut plus lâcher moins les en chiens moins à Bruxelles, voilà. Mais bon, ce sont des petits parcs à chiens. Je pense que vraiment, plus on aura d'espaces verts, parce que nous, notre but, c'est vraiment de recréer une forêt urbaine, moins nous serons en concurrence, finalement, entre les personnes ayant des animaux et les personnes qui n'en ont pas. Là, maintenant, et je pense que ça, c'est quelque chose que je voudrais quand même dire, c'est qu'aujourd'hui, les politiques actuelles nous mettent toujours en concurrence. Donc, avec le peu de nature qu'on a, on essaye de la préserver, mais après, on va mettre en concurrence les cyclistes avec les arbres et les piétons. On va dire, ah, mais si vous voulez une piste cyclable, on va couper les arbres et on va mettre la piste cyclable à la place. On va dire, ah, bah, il faut rénover une seigneurie, un home, on va abattre les seuls arbres qui entouraient cette seigneurie et on va vous dire, mais comment vous n'êtes pas pour le droit des seigneurs, vous n'êtes pas pour l'amélioration de leurs conditions? Eh bien non, je dis ça suffit, le vivre ensemble, c'est pas mettre les citoyens en concurrence, c'est trouver des solutions autres. Et par exemple, voilà, on parlait tout à l'heure de la végétalisation, des façades. Quand on voit la place de Beaucaire aujourd'hui, c'est juste une grosse dalle de béton. Eh bien, nous aurions pu en faire un magnifique parc. Voilà. Alors non, on ne doit pas mettre spécialement en concurrence les personnes qui ont un chien et celles qui n'en ont pas pour pouvoir profiter de la nature et des petits oiseaux qui chantent à Bruxelles. Alors il faut dire aussi qu'il y a une épée de Damoclès qui pend au-dessus des zones humides à Bruxelles. Le marais Wills, par exemple, est un bel exemple, magnifique marais. Avec des animaux en voie de disparition, des citoyens qui se battent au quotidien. C'est quand même incroyable aujourd'hui qu'à Bruxelles, les personnes qui ont envie de faire quelque chose de positif soient toujours mises dans une position de combat et de résistance. Moi, je voudrais maintenant que les politiques amènent une aide réelle aux citoyens. Vous êtes une politique, enfin vous allez devenir une politique si vous êtes, oui. Si vous êtes élu. Donc maintenant, une action principale qui serait mise sur la table de votre part le lendemain des élections, admettons que vous êtes élu, justement dans ce sens-là. Ça serait mettre sur la table le dossier de Natagora. Sur la protection de la biodiversité à Bruxelles, avec laquelle je suis à 100% d'accord. C'est un superbe travail qu'ils ont fait là. Et ça sera la première chose que je mettrai sur la table.
Et donc c'est la protection des arbres, mais c'est aussi la protection des animaux, des plus petits. Ils se sont basés vraiment sur une intelligence collective. C'est un travail magnifique qui a du bon sens et qui a aussi l'avantage de proposer des mesures concrètes. Par Facile. exemple, une mesure? Eh bien, déjà d'arrêter de couper les arbres, d'en replanter, de protéger les zones humides, de pouvoir favoriser justement la végétalisation des façades, d'inclure des primes à la rénovation des maisons en fonction de l'habitat qu'on pourrait y introduire, par exemple pour les moineaux. De pouvoir favoriser des nichoirs pour les martinets, de pouvoir... alors ça c'est important aussi pour la rénovation, ça je voudrais quand même dire aux Bruxellois, c'est bien de rénover les maisons, mais le problème c'est que les chauves-souris et toutes sortes d'oiseaux ne retrouvent plus de petits trous pour faire leur nid. Et donc ça, moi je ne comprends pas que, alors que ça existe et que c'est tout à fait abordable comme prix, qu'on puisse rénover les façades en insérant une petite niche, un petit nid pour les oiseaux. Donc il y a des choses très simples, très concrètes à faire et on sait ce qu'il y a à faire. Et c'est ça qui me met un petit peu hors de moi, c'est que les solutions, elles sont là. On n'a rien à inventer. On connaît les solutions, c'est la même chose pour les pesticides, on connaît les solutions, c'est la même chose pour l'expérimentation sur les animaux, on connaît les solutions, il y a des solutions alternatives que la recherche a déjà mis en place. Donc je pense que parfois ce sont des faux débats, nous avons les solutions. Il faut juste les mettre en place. Et faire il faut une volonté politique. Et donc c'est la première chose que je ferai à Bruxelles, c'est déposer ce rapport de Natagara pour lequel je m'engage à 100% et de le faire adopter. Et notamment la Charte européenne des droits de l'arbre. Ben sur ce, nous arrivons à la fin de l'émission. Donc, en une minute, je vais demander à chacun. Vous vous retrouvez ici à Almoitine, qui est la télévision du vivre ensemble ici à Bruxelles. Derrière vous, vous avez liberté, partage, paix, tolérance. En un mot, en commençant par Catherine de Villers, en un mot, le vivre ensemble qui a été un peu malmené, quelles sont vos priorités et vos priorités en tant que dire animal pour cette campagne? Alors, l'idée de dire animal, c'est effectivement, et ça un peu pour rebondir sur ce que vient de dire Sophie, c'est d'arrêter de diviser les gens, de faire des catégories de gens, de faire entre les espèces, etc. Et donc l'idée maintenant, c'est qu'on a quand même un gros défi devant nous, c'est l'urgence climatique. Et il faudrait qu'on puisse tous ensemble regarder dans la même direction et mettre nos différences de côté pour avancer ensemble dans cette direction-là. Et alors, voilà, effectivement, c'est quelque chose de très général, mais c'est quelque chose qui devrait nous rassembler tous par-delà nos différences ou nos incompréhensions peut-être sur d'autres points. Il y a une priorité, c'est celle-là, il faut qu'on s'y attelle. Reinhard Brzezinski, quel est pour vous alors, plutôt alors au niveau européen en tant que dire animal, comment un peu reconstruire ce bel exemple? Bruxelles est quand même, après Dubaï, la ville la plus cosmopolite au monde et peut-être beaucoup plus de diversité aussi sociale que Dubaï, certainement. Donc pour vous... Oui, il y a une chose globale pour tout le monde, pour tous les gens, et c'est le climat. Hein, c'est le meilleur problème. Donc il faut comprendre l'enjeu du climat pour rassembler les gens à travers leurs couleurs et leurs convictions. Sans un climat bon, aucune personne ne va vivre, et c'est seulement une nécessité. Agir immédiatement pour tout le monde, pour le climat, pour toute l'humanité, parce que sans climat, il n'y a pas de personne. Retroussons-nous les manches. Dernier mot de conclusion pour Sophie Maten sur ce sujet. Eh bien moi, Daniel,
ma vraie préoccupation, et elle est en lien évidemment avec la nature et les animaux, c'est la santé de nos enfants. Je pense que maintenant, on peut s'unir ensemble, quelle que soit notre culture, quelle que soit notre origine. Je pense qu'aujourd'hui, toutes les mamans et tous les papas veulent qu'on arrête d'empoisonner leurs enfants. Et qu'on arrête de les empoisonner au nom de la sacro-sainte, en big entreprise, du bénéfice, de l'économique. Je pense que maintenant, quelle que soit notre culture, notre origine, nous voulons la santé pour nos enfants. Sur ce, merci beaucoup et je remercie donc mes invités et surtout merci à nos chers téléspectateurs et rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission de Voix de fait spéciale élection 2019. Merci beaucoup. Merci à toi.